Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Thomas Gaumard, bonjour. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes historien, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous êtes à ce titre l'une des voix qui compte aujourd'hui en France et en Europe en matière d'expertise sur les affaires géopolitiques. Nous vous recevons à l'occasion de l'apparition de votre nouvel ouvrage publié aux éditions Talendier dans la collection Essais. Il a pour titre « Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances ». Au cœur du livre, une idée force face aux mutations du monde, face à l'accélération réelle ou perçue comme telle de l'histoire. Peut-être aussi il importe de ne pas seulement s'intéresser à la puissance de la France, il faut plutôt d'abord saisir les objectifs et les moyens des principales puissances avec lesquelles notre destin a parlié. Vous avez l'impression, Thomas Gaumard, que c'est une question trop souvent négligée? Certainement. L'idée du livre est venue d'une expérience personnelle. J'ai eu la chance de participer à un certain nombre d'exercices collectifs de prospective stratégique dans un cadre national. Et ce qui m'a frappé à cette occasion, c'est le fait que, en réalité, on faisait un peu comme si notre politique étrangère, politique de sécurité, politique de défense existait par elle-même. Or, de mon point de vue, une stratégie commence à exister lorsqu'elle se heurte à une autre stratégie, puisque c'est fondamentalement une dialectique de volonté. Et donc, l'ambition des ambitions inavouées, c'est dans le prolongement de l'affolement du monde et de guerres invisibles, d'inverser la perspective et de s'intéresser effectivement à 9 pays, 9 puissances qui, de mon point de vue, délimitent l'espace stratégique de la France. Alors évidemment, ça ne le résume pas, parce qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres régions, il y a d'autres problématiques, mais ces 9 pays, je les ai choisis très précisément pour 3 raisons. Ce sont 9 pays qui jouent un rôle tout à fait clé sur les approvisionnements, sur les enjeux de politique énergétique. Je pense que ça doit être au cœur de toute réflexion stratégique. Ce sont des pays qui sont très importants pour les exportations d'armes de la France, ou directement ou en concurrence, et enfin sont 9 pays qui jouent directement sur notre système d'alliance, ou en étant alliés ou en étant en dehors de ce système d'alliance. Alors vous proposez une distinction de ces 9 puissances en 3 groupes: la terre autour de la Russie, de la Chine et de l'Allemagne, la mer avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde, on le repense à l'amiral Alfred Mann et à sa théorie du Sea Power, le ciel enfin, c'est-à-dire le poids des croyances religieuses, une catégorie dans laquelle vous rangez cette fois la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Pourquoi avoir opté pour ce découpage? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des lectures. Alors, vous avez cité Mann, c'en est une. J'ai aussi été très frappé par la lecture jadis de Carl Schmitt, La Terre et la mer, en fait, qui est un texte une conférence qu'il a faite dans le Paris occupé en 1942 à la Maison de la Chimie, et qui est très intéressante à relire sur la compréhension que ce philosophe nazi avait du rapport avec les Britanniques et les Américains. Et donc je suis parti, si vous voulez, de la Terre, parce que je pense que les 3 pays concernés, la Russie, la Chine et l'Allemagne, sont aussi les 3 totalitarismes du XXe siècle. Et les 2 premiers, de mon point de vue, connaissent une rechute. Alors que le 3e, l'Allemagne, est devenue au fond l'incarnation d'une sorte de modèle démocratique au sein de l'Union européenne. Et les 3 pays ont une culture stratégique fondamentalement continentale. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas des ambitions navales, ils en ont toujours eu, mais leur logiciel stratégique, dirais-je, est quand même très marqué par ce rapport à la Terre. La mer, j'ai été là frappé, alors vous avez cité Mann, mais il y a beaucoup d'auteurs qu'on pourrait invoquer, mais il se trouve qu'en septembre 2021, vous en souvenez probablement, il y a eu cette fameuse alliance AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et quand on lit le texte de AUKUS, les 3 pays se présentent comme des démocraties maritimes. Et ça m'a évidemment beaucoup intéressé, parce qu'au fond, c'est aussi le rapport à un type de capitalisme reposant sur la rotation très rapide des actifs, le fait que ce sont aussi 3 pays de manière beaucoup plus marquée pour le Royaume-Uni et les États-Unis, évidemment, mais qui se sont construits sur une logique de flux et de puissance maritime / puissance navale. Et l'Inde se pose cette question, en fait. Et il y a aussi toute une réflexion sur la trajectoire qui est prise par l'Inde. Et puis les 3 derniers pays, c'est une raison plus personnelle. Il se trouve que je collabore depuis maintenant plusieurs années avec la revue Études des Jésuites.
Et le père EV, qui avait très gentiment lu Guerres invisibles, m'avait dit écoutez, vous arrivez à un âge où il faudrait peut-être prendre les questions religieuses au sérieux. Donc voilà, je l'ai pris au mot. Y compris dans les affaires internationales. Voilà, et je l'ai pris au mot. Et effectivement, c'est un peu une métaphore du fait religieux. Donc je m'intéresse sur ces 3 pays à la Turquie, à l'Arabie Saoudite et à l'Iran, qui sont, comme on le sait, traversés aussi par des tensions dans le domaine religieux, mais dont l'orientation en termes de politique étrangère peut trouver des éléments d'explication par cette dimension Par religieuse. exemple, Les 3 pays, d'ailleurs, sont en compétition pour le contrôle de l'Organisation de coopération islamique, hein, une institution assez peu connue et assez peu suivie. Et puis, il y a un autre aspect, si vous voulez, c'est que, comme je vous le disais, je collabore souvent avec la revue Études. Moi, je suis très frappé par la déculturation religieuse qui est la nôtre en Europe et en France en particulier, dans le sens où vous aviez 90% d'une classe d'âge au début des années 70 qui était baptisée, je suis catholique, et vous avez 30% aujourd'hui. Et ça, c'est un phénomène, à mon avis, anthropologique extrêmement profond, qui fait qu'en réalité, on a beaucoup de mal à comprendre, d'une manière générale, hein, évidemment, il y a beaucoup d'exceptions, mais la ferveur religieuse des autres. Et aussi la manière, alors là, je me suis intéressé à la religion musulmane et à ses différents courants, mais la réflexion se porte aussi sur l'hindouisme ou sur l'évangélisme. Mais ce sont au fond des clés de lecture d'orientation géopolitique qui sont, à mon sens, insuffisamment prises en compte. si on prend l'exemple de l'Iran, par exemple, dans quelle mesure le fait religieux ou l'idéologie religieuse peut expliquer certains choix stratégiques ? Le terme République islamique dit tout, c'est-à-dire que depuis 1979, il y a cette double dimension, c'est-à-dire est-ce qu'il faut lire la politique étrangère de l'Iran comme celle d'un État rationnel défendant ses intérêts, ou est-ce qu'il faut la voir comme un vecteur de propagation d'une révolution islamique que l'Iran porterait. Et l'évolution montre que cette dimension religieuse dans l'organisation du pouvoir, le rôle du guide suprême Ali Khamenei est tout à fait décisif sur des choix d'orientation par rapport à un système bicéphale, comme chacun sait, un président qui n'a peut-être pas le pouvoir qu'on lui prête. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. À cela s'ajoute évidemment la rivalité fondamentale entre le chiisme iranien et le sunnisme saoudien, une Arabie saoudite qui protège les lieux saints de l'islam, et un Iran qui est, à mon avis, dans un moment extrêmement intéressant parce qu'il y a cette crise interne d'une rare violence qu'on observe, c'est-à-dire une population qui aspire à évidemment davantage de liberté individuelle, de liberté publique, qui est réprimée. Et je pense qu'un des enjeux de 2023, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est une possible externalisation de cette crise iranienne. La Turquie est un autre exemple très intéressant, c'est-à-dire que le recours aux religions ou au référentiel religieux par le président Erdogan est très fréquent. Souvent dans les mois qui précèdent des élections. Oui, absolument. Et puis c'est vrai que c'est aussi, quand on regarde l'évolution de l'AKP, entre la manière dont on analyse l'AKP quand il arrive au pouvoir et la manière dont on l'analyse aujourd'hui, il y a quand même un différentiel important. Donc pour ces 3 pays, je pense que c'est une clé de lecture parmi d'autres, hein. Je ne suis jamais dans une explication monocausale pour aucun des pays, mais c'était aussi une manière évidemment de faciliter la lecture et de présenter les choses un peu différemment, mer, terre, ciel. Voilà. Thomas Gomard, vous relevez 4 facteurs de transformation profonde. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la guerre en Ukraine et ses conséquences. Vous y voyez la confirmation d'une erreur d'analyse majeure d'un courant des relations internationales, en particulier en Europe, pour qui mondialisation rimerait avec démilitarisation. Cette guerre, dont on va marquer dans quelques jours le premier anniversaire, a été un retour brutal, un retour sur terre brutal, d'abord pour les Européens. Très certainement. Je pense qu'elle s'explique par, là aussi, toute une série de facteurs, de causes. Mais il y en a une qui est, à mon avis, insuffisamment évoquée et qui est un problème intellectuel et politique pour les Européens. C'est qu'en réalité, les Européens désarment depuis 2 générations. Ils ont commencé à désarmer au début des années 70. Je rappelle qu'à ce moment-là, on est à des niveaux de dépenses militaires en Europe entre 3 et 4% du PIB. Et ils n'ont cessé de dilapider ce qu'on a appelé, après la chute de l'URSS, les dividendes de la paix.
Ils ont touché leurs dividendes de la paix, ils les ont dilapidés. Et puis ils ont continué à désarmer après le 11 septembre, alors que tous les grands acteurs stratégiques réarmaient rapidement. Évidemment, au premier rang desquels les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Inde, etc. Et donc, si vous voulez, ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation de 2 générations de désarmement face à un retour d'une guerre d'engagement majeur, de haute intensité, qu'ils avaient évacué. C'est-à-dire que le projet européen, c'est un projet qui a produit, c'est comme ça qu'on l'enseigne, c'est comme ça qu'on comprend, 70 ans de paix entre membres de l'Union européenne. Bon. Et ce qui se passe avec la guerre d'Ukraine, qui n'a pas commencé en février 2022, mais en février 2014, c'est le retour de la guerre, de l'engagement majeur sur le continent européen. Alors on oublie peut-être aussi un peu vite l'expérience et l'épisode de l'explosion de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, qui a été quand même une série d'événements extrêmement meurtriers. Mais au fond, cette guerre aboutit au fait que l'Europe a perdu, de mon point de vue, son principal avantage comparatif sur la scène internationale, qui était sa stabilité stratégique. Et donc c'est un réveil très brutal parce que on ne voit pas d'issue à ce stade. On a une Russie qui désormais, les Européens n'ont pas du tout déclaré la guerre à la Russie, mais la Russie agresse l'Ukraine et se considère en guerre contre l'Occident collectif, ou l'Occident sataniste, pour reprendre les propos du président Poutine. Et donc la Russie, c'est un acteur stratégique de tout premier plan, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, etc., etc. Et avec aussi le sentiment que, là, les Américains sont intervenus. Le soutien américain a entraîné le soutien militaire européen. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce soutien militaire américain, les Européens seraient restés beaucoup plus passifs face à la situation en Ukraine. Et ce soutien américain a surpris les Européens qui pensaient qu'il y avait plutôt un pivot des Américains vers l'Asie, vers la Chine en particulier. Je crois qu'il a surtout surpris les Russes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une lecture, parmi les erreurs d'analyse commises par la Russie, il y a une lecture très décadente de ce qu'est devenu l'Occident et les États-Unis en particulier, confirmée par le Brexit, par la présidence Trump, par les conditions du retrait américain d'Afghanistan, qui a effectivement fait perdre beaucoup de crédibilité stratégique aux États-Unis, notamment pour les pays du Golfe. Et plus largement, c'est le point où je voulais en venir, aussi pour les Européens, qui se rendent bien compte que là, il y a un investissement américain, mais qu'on a appris dans l'histoire et dans l'histoire récente que les États-Unis peuvent faire des changements de bord très brutaux. Et donc la question pour les Européens, c'est quelle pourrait être leur sécurité à horizon, je ne sais pas, 2030, avec une continuation de la situation en Ukraine et par exemple une situation qui se dégraderait très sérieusement en Méditerranée orientale. Ça, ce sont des questions sur lesquelles nous réfléchissons notamment à l'IFRI. Volodymyr Zelensky poursuit aujourd'hui sa tournée en Europe, Londres et Paris mercredi, Bruxelles aujourd'hui donc. Et le président ukrainien a appelé ses capitales à livrer à Kiev des avions de chasse, des ailes pour la liberté, pour faire face à la contre-offensive attendue de la Russie. Qu'est-ce que changerait ce type de fourniture sur l'équilibre des forces entre les belligérants, Thomas Gomard ? Ça sera un élément, si vous voulez, d'escalade supplémentaire. Qui se comprend, si on se place d'un point de vue ukrainien assez facilement, c'est que vous n'avez pas un carreau cassé en Russie aujourd'hui, et vous avez un pays l'Ukraine, dont les infrastructures sont méthodiquement ciblées, dont les civils sont ciblés, qui par ailleurs a un nombre de réfugiés extrêmement importants qui ont quitté le pays, et d'une certaine manière, compte tenu du différentiel de puissance entre la Russie et l'Ukraine comprend bien que le temps joue contre elle. C'est-à-dire que même si l'armée russe s'est mise d'elle-même dans une impasse, le fait qu'il y ait eu la mobilisation du mois de septembre a permis à la Russie de fixer des lignes. Et la possibilité d'une nouvelle mobilisation et d'une possible offensive, évidemment, rend les choses très... peut-être pas très, mais critique à ce stade pour l'Ukraine. Donc la démographie reste un élément de puissance, c'est évident. Et puis la démographie, les stocks, si vous voulez, quand les Ukrainiens tirent un obus, les Russes en tirent 10. Voilà, on est dans ce type de ratio. Et de ce point de vue-là, la surprise stratégique me concernant sur ce qui s'est passé en Ukraine, c'est pas l'agression russe, mais c'est le niveau de résistance ukrainien qui est tout à fait inattendu.
Et on est là dans une phase effectivement critique, dans la mesure où les Ukrainiens attendent des chars pour produire une contre-offensive, et cette attente va peut-être être perturbée par une offensive de la part de la Russie. Alors la question des avions, ensuite, ils la demandent depuis le départ. Ça a été refusé pour une raison assez simple et qui, à mon avis, reste dans les têtes, avec peut-être des différences d'approche, contrairement à ce qu'on lit souvent entre Américains et Européens. Mais l'aviation permet évidemment le contrôle du ciel, ça va de soi, mais du coup, si vous contrôlez le ciel, vous avez une capacité de frapper au sol beaucoup plus importante. Et ce que ne voudraient pas, au fond, les Européens et les Occidentaux sur un plan militaire, c'est que cette aviation soit utilisée pour frapper en territoire russe. Bon. Et ça, c'est très délicat, parce qu'en même temps, les Ukrainiens ont montré déjà leur capacité par des drones à frapper dans le territoire russe des objectifs strictement militaires. Mais on voit bien que ça serait franchir un seuil supplémentaire. Et comment en fait dire aux Ukrainiens, eh bien, si vous avez des avions de chasse ou des avions quels qu'ils soient d'ailleurs, ou d'attaque au sol, c'est uniquement pour qu'ils soient utilisés sur le territoire ukrainien. Donc il n'y aurait pas d'escalade mesurée. C'est une chose qui est tout à fait peut-être possible à dire autour d'une table dans une phase de négociation. Après, le contrôle que vous pouvez exercer une fois que vous avez passé les systèmes d'armes, c'est une autre chose. Donc je pense que c'est effectivement un sujet sur lequel les Occidentaux et les Ukrainiens discutent depuis maintenant plusieurs semaines, avec aussi l'impression que c'est aussi maintenant que l'Ukraine doit être soutenue, ce qui explique probablement les déplacements du président Zelensky que vous mentionniez. Est-ce que vous percevez des variations entre Londres, par exemple, et Paris sur cette question de la livraison d'avions de chasse ? Alors, il y a eu peut-être des appréciations différentes avant la guerre, notamment pour les Britanniques. Ça a été écrit, je l'explique dans le livre, dans ce qu'on appelle l'Integrated Review, c'est-à-dire le document stratégique britannique publié en mars 2021, où les Britanniques écrivent noir sur blanc, la principale menace militaire pour l'Europe, c'est la Russie. Bon. Quand on lit la production française, la menace russe était prise très au sérieux, mais pas de manière aussi, comment dirais-je, explicite que dans le cas britannique. Ensuite, le soutien britannique aux Ukrainiens a été immédiat pour une raison à la fois politique, c'est-à-dire qu'il y avait il y a toujours eu un engagement britannique plus fort en Ukraine que l'engagement français, pour des raisons historiques sur lesquelles je pourrais revenir. Et puis il y a une raison un peu plus pratique, c'est que comme l'armée de terre britannique connaît des coupes très très sévères, il y avait au fond du matériel qui se libérait, si j'ose dire, et qui pouvait être utilisé plus directement, parce que de toutes les manières, les armées britanniques, enfin l'armée de terre britannique allait s'en décider. Donc ça, c'est un élément d'explication. Maintenant, je pense que l'effort, si vous voulez, produit par l'ensemble des Occidentaux est très important, et l'effort fourni par la force est très, très important, avec des systèmes d'armes. On parle souvent du César, mais ça a eu un rôle très important. D'envoyer des AMX 10 RC, c'est aussi un rôle très important. Et puis là, on va probablement aussi soutenir les Ukrainiens pour de la défense solaire, et c'est ce qu'ils demandent, si vous voulez. Donc le point, en réalité, le critique pour tout le monde, c'est que l'ensemble des Occidentaux, Américains compris, se rendent compte que des stocks ne sont pas inépuisables. Et que donc, si on est dans une logique d'envisager que cette guerre se poursuive au-delà de l'été 2024, eh bien, au fond, il faut aussi comprendre que des stocks, ça se gère, et donc il y a du calcul au sens le plus, je dirais, élémentaire du terme. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà anticiper, préparer la suite, à savoir le début de négociations diplomatiques, ou il est encore trop tôt compte tenu de l'évolution rapide de l'équilibre des forces ? Vous savez, je crois qu'une part de la difficulté que l'on a avec la Russie, c'est précisément de croire, d'un point de vue européen, que la diplomatie signifie la suspension de la guerre. Or, pour la Russie et pour d'autres acteurs stratégiques, on négocie en permanence, et la guerre et la négociation sont toujours intermêlées. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans une sorte d'enchevêtrement en ce qui concerne des phases diplomatiques et des phases militaires. Votre question, en revanche, c'est jusqu'à quel point la guerre, c'est une dialectique de volonté. C'est-à-dire jusqu'à quel point, au fond, les Ukrainiens veulent-ils se battre ?
et considérer que ayant obtenu des résultats militaires, il faut essayer de les traduire sur le papier. Bon. Et à partir de quand, pour la Russie, la diplomatie devient plus intéressante que la guerre ? Exactement. Bon, et ça, c'est un point. Après, il y a un autre point, c'est que malheureusement, vu la dimension idéologique de cette guerre, sa profondeur, son intensité, on peut aussi se rappeler que, en 2014, il y a eu un traitement diplomatique et que les choses n'ont pas du tout été réglées, puisqu'on a eu 15 000 morts ukrainiens entre 2014 et 2022. Et que la détermination ukrainienne à recouvrer l'ensemble de sa souveraineté territoriale reste l'objectif affiché de l'Ukraine, pour des raisons assez compréhensibles d'ailleurs, alors que les objectifs de la Russie restent assez peu précis à ce stade. Thomas Gomard, à propos de cette guerre, vous écrivez que loin d'aboutir au redressement de la Russie, le poutinisme précipite son déclassement international. Comment définissez-vous le poutinisme et quelle est la part là-dedans de l'idéologie dont vous soulignez un peu plus tôt dans le livre qu'il est l'un des facteurs de perturbation de l'ordre international et de l'interprétation rationnelle des intérêts bien sentis de chacune des puissances ? Ça me semble paradoxal, mais de mon point de vue, je rappelle aussi dans le livre que le règne de Vladimir Poutine a commencé par un naufrage et je pense qu'il va finir par un désastre. Le naufrage, c'est de commencer en perdant un sous-marin nucléaire, le Kursk, en août 2000. Bon. En fait, après, quand on regarde les choses, quand on relit les choses, alors évidemment, on les relit avec le prisme de cette guerre, hein, mais j'ai l'habitude de dire que la guerre est consubstantielle au pouvoir de Vladimir Poutine. Puisque après le Kursk, au fond, il a offert une revanche à ses militaires en Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie, qui a été aussi avec un très haut niveau de violence. On s'y est assez peu intéressé en Europe à ce moment-là, parce que parallèlement, on a voulu la lire comme un conflit interne à la Fédération de Russie, et de fait c'était le cas, et dans le même moment la Russie envoyait des gestes très, très forts de rapprochement avec l'Union européenne. Et dans le livre, je repars notamment du discours du président Poutine en 2001 au Parlement allemand. Ce texte est tout à fait intéressant à relire 20 ans après, 21 ans après. En fait, le pays avec lequel la Russie a le plus collaboré dans les années 2000 à 2010, c'est l'Allemagne. Et puis son changement idéologique se fait autour de 2012, où le pays qui devient le plus important, c'est la Chine. Pourquoi ? Parce que se construit alors un discours et une idéologie consistant à dire le déclin de l'Occident est irréversible, et d'ailleurs nous allons l'accélérer. Voilà. Et donc l'Ukraine, c'est à la fois... J'ai l'habitude là aussi de dire que de mon point de vue, c'est une guerre coloniale sous protection nucléaire. Mais derrière le conflit ukrainien, il y a la volonté de la Russie d'être aux avant-postes d'une sorte d'accélération de la désoccidentalisation du monde. Alors vous signalez également qu'à la différence des stratégies de diversification post-pétrole développées notamment par l'Arabie Saoudite avec le plan 2030 de Mohammed Ben Salman, la Russie n'a pas fait ce choix-là. Est-ce que c'est un autre élément de fragilisation à moyen terme, à long terme de la puissance russe ? Alors, d'abord, au niveau très, très macro, hein, je le rappelle dans le livre, vous avez aujourd'hui 85% du mix énergétique mondial qui est fossile. C'est-à-dire charbon, pétrole, gaz, etc. C'est le même niveau qu'en 1990. Sauf qu'entre les deux périodes, vous avez eu une augmentation de la demande extrêmement forte et des tentatives de décarbonation qui sont beaucoup plus prononcées dans certaines régions du monde que dans d'autres. Ça, c'est le premier élément à rappeler. Et donc, effectivement, les pays européens s'orientent vers la décarbonation. Et un des effets de cette guerre, d'ailleurs, c'est d'avoir relancé le charbon de manière momentanée, mais la direction de décarbonation en rompant avec la Russie, d'une certaine manière, est prise, même si évidemment c'est un coût extrêmement élevé. Les autres, les grands pays producteurs que sont les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie sont dans des situations très dissemblables. Les États-Unis, ce qui les caractérise, c'est en fait de jouer les deux géopolitiques. La géopolitique du fossile, le fait d'être devenu exportateur net, notamment de gaz, mais également avec l'IRA, Inflation Reduction Act, d'investir très massivement désormais, c'est la grande rupture entre les administrations Trump et Biden, sur la géopolitique du renouvelable.
Vous avez l'Arabie Saoudite qui annonce un plan Vision 2030, mais la conséquence aujourd'hui de la guerre d'Ukraine, c'est cette tension très forte sur les prix du pétrole qui bénéficie aux pays du Golfe, et en particulier à l'Arabie Saoudite, qui dispose de moyens financiers absolument considérables, qui ne sont pas, alors dans le discours politique d'MBS, la Vision 2030, etc., quand vous regardez ce qui a été réellement fait dans cette Vision 2030 qui a été présentée, je crois, la première fois en 2016, bon, en réalité, vous vous rendez compte aussi que le flux d'argent généré par le pétrole, le rôle tout à fait central d'une entreprise comme Aramco, reste absolument décisif par rapport... Qui est la deuxième plus grande capitalisation boursière mondiale. Décisif par rapport, sur les ordres de grandeur, par rapport à les forfaits sur le renouvelable. Et puis, vous avez la Russie, effectivement, qui a fait de ses exportations de pétrole et de gaz un élément très fort de sa participation à la globalisation et qui n'a pas annoncé, comme un pays comme l'Arabie Saoudite, de plan aussi ambitieux. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a eu jusqu'à 2015-2016 un certain scepticisme sur la réalité du changement climatique. Le sujet a été abordé ensuite, mais pas du tout de la même manière que les Européens, parce que la Russie en guerre a fortiori, est dans une logique, je dirais, de plus en plus autarcique. Je crois que j'ai cette phrase dans le livre, le monde tel que l'entourage de Vladimir Poutine, alors tous les Russes ne pensent pas comme ça, hein, mais c'est une image pour montrer peut-être l'orientation intellectuelle actuellement à l'œuvre, c'est Mad Max en fait. C'est-à-dire que les puissances de demain sont celles qui détiennent en propre les ressources, c'est-à-dire que les détenants, les autres ne les détiennent pas. Et c'est fondamentalement au cœur du calcul russe actuel. Alors cette guerre d'Ukraine traduit à vos yeux la confirmation du renouveau des ambitions impériales. C'est l'un des points nodaux de votre réflexion, Thomas Gomard. Qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou de la Turquie, le constat est implacable. Ces ambitions mènent-elles, selon vous, presque irréductiblement à des turbulences majeures, sinon à des affrontements militaires directs? Ils sont déjà visibles. C'est-à-dire que effectivement, ces quatre formes d'impérialisme qui s'observent très différemment hein, selon les quatre pays, avec une spécificité aussi d'analyse pour la Turquie, qui est, je le rappelle, membre de l'OTAN. Mais vous pouvez tout à fait vous représenter les choses sur l'année qui s'ouvre, la 2023, la simultanéité de trois fronts, en quelque sorte. Un front complètement ouvert, qui est le front russo-ukrainien, avec ses conséquences multiples, et en particulier la déconnexion de la Russie du versant occidental de la mondialisation. Le front latent, mais où on sent que les choses couvent et progressent lentement, qui est Taïwan et la mer de Chine, en fait, hein, où on a une remise en cause implicite du statu quo par la Chine. Et puis la situation au Moyen-Orient et en Iran en particulier, avec une répression de plus en plus forte et une affirmation de l'ambition nucléaire de l'Iran. Donc déjà, cette simultanéité a des effets de bord, c'est-à-dire que les trois ont des liens que j'essaie de décrire dans le livre. Puis à cela s'ajoute effectivement, on en parle assez peu et à tort, la situation au Caucase entre l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie et l'Arménie. On a aussi, à mon avis, une attention très forte à porter à l'Asie centrale. Je pense fondamentalement que cette guerre d'Ukraine, quelle que soit son issue, fera bouger le système frontalier de la Fédération de Russie. Et aura donc des conséquences, pas simplement en Europe orientale, mais également au Caucase et en Asie centrale. Est-ce que les logiques d'alliance sont telles dans les dossiers, notamment américano-chinois à Taïwan ou sur le nucléaire et le balistique iranien, qu'elles pourraient aboutir à des conflagrations pas seulement localisées ? C'est une bonne question. C'est souvent ce qui est avancé par la lecture de ce fameux livre de Christopher Clark, Les somnambules pour le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je le rappelle souvent, l'OTAN n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Et il y a une explication de ce qui se passe sur le long terme sur les conséquences des élargissements de l'OTAN, qui est un point très important à débattre et à comprendre à la fois historiquement, politiquement, stratégiquement. L'OTAN a accueilli des pays qui rejoignaient à la fois l'Union européenne et l'OTAN en 2004 pour sortir enfin de l'influence historique de la Russie. Je pense à des pays comme la Pologne ou les pays baltes. Que ces pays veuillent, au fond, aller plus loin et créer une forme d'antagonisme fondamental avec la Russie, c'est probable.
Et donc, il y a effectivement un débat interne sur, non pas la menace que représente la Russie, sa dangerosité, mais sur l'après, au fond, avec des pays qui préparent les prochains élargissements de l'Union européenne aux Balkans et probablement à l'Ukraine, alors avec des horizons de temps très variables dans les discussions actuelles entre capitales européennes. Vous avez cette dimension-là. Vous avez une dimension aussi sur, au fond, quelle sera l'attitude des alliés des États-Unis en cas de choc avec la Chine. Et ça, c'est une question très sensible parce que, au fond, la plupart des pays ne veulent pas être piégés par la rivalité sino-américaine, mais le pourront-ils, d'où aussi l'idée d'autonomie stratégique européenne. Et puis ensuite, vous avez des phénomènes liés au Moyen-Orient, c'est-à-dire si les choses devaient s'envenimer entre l'Iran et Israël, quelle serait l'attitude des États-Unis, par exemple? Ce sont des questions ouvertes et à débattre. Thomas Gomard, on va se séparer en musique, c'est une tradition dans cette émission. Nous allons écouter le pianiste chinois Lang Lang. Il sera au mois de juin à Paris à la Scène Musicale pour présenter son nouvel album consacré à l'univers de Disney. Et j'ai choisi ce soir de vous faire écouter La Belle et la Bête. Thomas Gomard, merci encore d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IFRI et j'invite très chaleureusement nos auditeurs à découvrir votre nouvel essai Les Ambitions Inavouées, ce que préparent les grandes puissances, et publié aux éditions Tamandia. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous. Merci à vous.